Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. C'était en l'an de grâce 1882, une époque dure et impitoyable, située au cœur même du territoire sauvage, vaste et indompté du Wyoming, une terre hostile où la loi du plus fort régnait en maître absolu et incontesté, et où les éléments naturels ne pardonnaient aucune forme de faiblesse humaine. Lorsque Colt Madigan descendit finalement du train à vapeur bruyant et fumant, ses bottes en cuir usé heurtant le quai en bois de la gare avec un bruit sourd et résonnant, il avait l'esprit et le cœur remplis d'images chevaleresques et romantiques, s'attendant naïvement à devoir secourir une fragile demoiselle en détresse, une femme désespérée et vulnérable ayant un besoin urgent d'un sauveur masculin pour la tirer d'un mauvais pas. Cependant, la réalité brute qui l'attendait sous le vaste et infini ciel de l'Ouest américain était radicalement et brutalement différente de toutes ses attentes et préjugés. Il se retrouva soudainement face à Magnolia Thornhill, une véritable force de la nature, une femme culminant à une hauteur impressionnante et intimidante de 6 pieds et 2 pouces, propriétaire incontestée et respectée d'un domaine gigantesque s'étendant sur 10 000 acres de prairies verdoyantes et de montagnes escarpées. Elle était connue, respectée, et même crainte dans toute la région, réputée comme étant la seule et unique personne dans les 3 comtés environnants capable de dompter un Mustang sauvage, furieux et indomptable, bien plus rapidement et efficacement qu'elle ne pouvait briser l'ego fragile et surdimensionné d'un homme trop confiant. Elle avait acquis les services et la présence de Colt par le biais d'un contrat purement commercial, froid et calculé, ainsi qu'une somme d'argent comptant, mais la Terre elle-même, cette entité vivante, ancienne et exigeante, attendait d'eux quelque chose de bien plus profond qui ne figurait sur aucun document officiel, aucun papier légal ni aucun accord préalable, la vérité pure, simple et sans phare. La poussière épaisse soulevée par le long et fatigant voyage ne s'était pas encore dissipée dans l'air sec et brûlant que Colt l'aperçut immédiatement, dominant littéralement de toute sa stature chaque homme présent sur la plateforme bondée de la gare. Elle trônait majestueusement et royalement sur un étalon noir massif et puissant qui, malgré sa taille imposante, semblait presque minuscule et insignifiant sous elle. Lorsque leurs regards se croisèrent enfin à travers la foule bruyante, agitée et poussiéreuse, une sensation d'oppression intense, semblable à un étau invisible et puissant, saisit instantanément et violemment la poitrine de l'homme, lui coupant presque le souffle. Lui ne mesurait que 5 pieds et 9 pouces, une taille moyenne et modeste, et il transportait l'intégralité de ses possessions terrestres et de sa vie passée dans un unique sac de voyage usé par le temps et les épreuves, tandis qu'elle dégageait une aura de puissance et d'autorité naturelle telle qu'on aurait pu croire sans peine qu'elle était capable de fendre le ciel en deux d'un simple et unique geste de la main. Madigan, prononça-t-elle simplement, et ce n'était nullement une question hésitante ou timide, mais une affirmation tranchante, directe et sans appel qui résonna avec la clarté et la force d'une cloche d'église sonnant au milieu du chaos ambiant des voyageurs pressés et des marchandises entassées. Il s'avança lentement vers elle, se faufilant habilement et prudemment entre les familles réunies dans l'émotion et les lourds chariots de fret encombrants, pour finalement s'arrêter humblement à la hauteur de l'épaule de sa monture impressionnante. De près, elle était encore plus frappante, saisissante et intimidante qu'il ne l'avait imaginé. Sa peau était profondément bronzée par de longues et interminables heures passées sous le soleil brûlant et implacable des plaines, ses cheveux sombres et épais étaient tirés strictement en arrière en une tresse sévère, pratique et sans fioriture, et ses yeux perçants et intelligents semblaient avoir la capacité troublante de voir directement à travers lui, sondant son âme et ses secrets les plus enfouis. « Mademoiselle Thornhill, je présume » demanda-t-il avec une politesse mesurée et respectueuse. Elle répondit sèchement, sans la moindre inflexion de chaleur, de douceur ou de bienvenue, « Madame Thornhill, veuve, mariée 3 mois seulement avant que la fièvre ne l'emporte brutalement sur lui, énumérant les faits tragiques et douloureux de sa vie personnelle comme on liste de banals et insignifiants articles sur une liste d'épicerie quotidienne. » Elle enchaîna immédiatement, sans perdre un seul instant en politesse inutile, sur les termes précis, rigoureux et non négociables de leur accord. « Vous comprenez parfaitement l'arrangement. J'ai lu l'annonce dans le journal. Chaque mot, chaque ligne. Alors vous savez pertinemment et sans aucun doute que je ne suis absolument pas à la recherche d'une romance, d'une histoire sentimentale ou d'une quelconque affection. J'ai impérativement et urgemment besoin d'un nom d'homme, d'une signature masculine sur mon titre de propriété pour que la banque, avec ses préjugés, accepte enfin de me prêter du capital d'exploitation nécessaire à la survie du ranch. De votre côté, vous avez désespérément besoin d'argent pour l'envoyer dans l'Est à votre nièce malade. Nous signons les papiers officiels, vous restez ici et travaillez jusqu'au printemps prochain, puis vous repartez et nos chemins se séparent. C'est simple, clair et précis. Pourtant, rien, absolument rien dans cette situation complexe et tendue ne semblait simple à Colt. Lui qui avait combattu courageusement pendant la terrible guerre civile, qui avait vu de ses propres yeux la plantation familiale chérie de Virginie être détruite, brûlée et pillée par les profiteurs sans scrupules venus du Nord,
qui avait enterré son propre frère bien-aimé et regardait, impuissant et le cœur brisé, sa belle-sœur s'effondrer lentement sous le poids écrasant et insupportable d'élever seul un enfant gravement malade, sentait toute la complexité et la lourdeur de l'instant présent. Il avait ravalé plus de fierté, d'orgueil et d'ego au cours des 2 dernières années difficiles que la plupart des hommes n'en avalent en une vie entière de compromis. Mais se tenir là, immobile, scruté de haut par cette femme gigantesque qui le regardait avec méfiance comme s'il était un pari risqué dont elle n'était pas du tout sûre qu'il serait payant ou rentable, ressemblait à une reddition d'un genre totalement nouveau et humiliant. « Et si j'ai des questions sur le fonctionnement des choses ici, sur le ranch ?» demanda-t-il prudemment, cherchant à définir sa place. « Alors vous demandez, » répondit-elle du tac au tac, « mais vous ne me remettez jamais, au grand jamais, en question devant mes hommes ou mes employés. Vous ne saperez pas mon autorité durement acquise. Et vous vous souviendrez toujours, à chaque instant, à qui appartient ce ranch et qui donne les ordres ici. » Elle inclina légèrement la tête sur le côté, l'évaluant encore une fois avec un regard critique. « Savez-vous monter à cheval correctement ? » « Mieux que la plupart des gens que vous connaissez, » répliqua-t-il avec une pointe de défi dans la voix. « Nous verrons bien cela sur le terrain, » conclut-elle sèchement en désignant d'un signe de tête impérieux une jument baille au regard nerveux et agité attachée à un poteau proche. « Montez en selle. Nous sommes en train de brûler la lumière du jour et le temps presse. » Le trajet vers le ranch dura 1 heure entière à travers une contrée si vaste, si grandiose et si sauvage qu'elle en donnait littéralement mal à la gorge par sa beauté brute, avec des prairies vallonnées et infinies s'étendant à perte de vue jusqu'à des montagnes lointaines et majestueuses qui semblaient avoir été sculptées directement dans des nuages d'orage menaçants, et un ciel au-dessus d'eux si immense, si profond et si bleu qu'on avait l'impression vertigineuse et effrayante de se noyer à l'envers dans l'azur. Maggie, comme il avait déjà commencé à l'appeler familièrement dans le secret de ses pensées bien qu'elle ne lui en ait jamais donné la permission explicite, chevauchait loin devant lui, le dos aussi droit, rigide et inflexible qu'un canon de fusil prêt à tirer. Lorsque le ranch apparut enfin à l'horizon tremblotant de chaleur, le souffle de Colt se coupa net dans sa poitrine oppressée. La maison principale était une structure imposante et massive de bois brut et de pierres locales, bâtie basse et solide pour résister aux vents violents et aux tempêtes dévastatrices, entourée de nombreux corrals s'étendant comme des toiles d'araignées complexes et de milliers de têtes de bétail parsemant les prairies aussi loin que l'œil humain pouvait voir. Ce n'était pas simplement une propriété immobilière ou une ferme, c'était un véritable royaume, un empire pastoral. Mon père a bâti tout ceci à partir de rien, de la poussière et de la sueur, dit Maggie sans prendre la peine de le regarder, la voix empreinte d'une fierté douloureuse et d'une nostalgie palpable. Il a passé 30 longues années à se briser le dos et à user sa santé pour que j'aie quelque chose qui compte, quelque chose de durable. Puis il est mort, et chaque homme d'ici à la ville de Cheyenne a commencé à me traiter avec condescendance comme si je n'étais qu'une enfant capricieuse jouant à se déguiser avec les bottes trop grandes de son père. Colt observa son profil sévère et dit doucement, avec sincérité, « Vous ne me donnez pas du tout l'impression d'être quelqu'un qui joue à quoi que ce soit. » Elle jeta un coup d'œil rapide et surpris par-dessus son épaule et, pendant une fraction de seconde infinitésimale, quelque chose vacilla dans ses yeux durs, pas tout à fait de la gratitude, ni tout à fait de la confiance, mais quelque chose qui s'en approchait étrangement. Ils mirent pied à terre devant la maison principale où un homme d'origine mexicaine, aux cheveux sombres parsemés de fils d'argent témoignant de son âge et de son expérience, sortit pour les accueillir chaleureusement. « Patrona, c'est lui ?» demanda-t-il avec curiosité. « Thomas, je te présente Colt Madigan. Mon mari a compté de demain matin, annonça-t-elle officiellement, prononçant le mot sacré « mari » comme s'il avait un goût étrange, désagréable et inconnu dans sa bouche. Montre-lui le dortoir des hommes. Assure-toi qu'il comprenne bien toutes les règles du ranch. Thomas hocha la tête, une lueur d'amusement et de malice dansant au coin de ses yeux plissés par le soleil. Viens, amigo. Laissons la patrona se reposer un peu. Elle a chevauché le long des clôtures pour vérifier le périmètre pendant 3 jours consécutifs sans s'arrêter. En suivant docilement Thomas à travers la cour poussiéreuse et animée, Colt se retourna une unique fois pour regarder en arrière. Maggie se tenait toujours sur le porche, une main posée fermement sur le poteau de bois, le regardant s'éloigner, même à cette distance, même éclairée à contre-jour par le soleil couchant qui incendiait l'horizon de couleurs vives. Elle semblait seule, isolée et solitaire d'une manière si profonde et si touchante que cela lui fit physiquement et réellement mal à la poitrine. Le dortoir des employés sentait fort le cuir tanné, le tabac froid, la sueur et la solitude particulière des hommes qui travaillent trop dur pour avoir le temps, l'énergie ou l'envie de créer des liens affectifs durables. Thomas lui montra un lit de camp vide et spartiate dans un coin sombre,
une malle pour ranger ses quelques affaires personnelles et une bassine cabossée en métal qui avait connu des jours meilleurs pour se laver. Elle semble formidable et impressionnante, dit Colt avec précaution, cherchant ses mots pour ne pas offenser. Thomas laissa échapper un rire bas, profond et complice. Formidable? C'est un mot bien trop gentil et faible pour la décrire. Maggie Thornhill est la personne la plus tenace, la plus résiliente et la plus dure que j'ai jamais connue de toute ma vie, homme ou femme confondus. Mais elle est aussi la plus solitaire, la plus isolée. Il fixa Colt avec un regard intense et sérieux qui en disait bien plus que les mots ne le pouvaient. Si tu la blesses, si tu lui fais du mal, je te le ferai regretter amèrement et physiquement. Tu comprends cela? Je ne suis pas ici pour blesser qui que ce soit, répondit Colt avec un sérieux absolu. Je suis ici uniquement pour signer des papiers et gagner l'argent nécessaire pour sauver ma nièce. C'est ce que tu penses maintenant, en ce moment même, rétorqua Thomas en lui donnant une tape amicale mais ferme sur l'épaule. Mais cette terre a une façon bien à elle et mystérieuse de changer les raisons pour lesquelles les gens viennent ici. Tu verras par toi-même. Cette nuit-là, allongé sur son lit étroit et inconfortable tandis que les autres vachers ronflaient bruyamment autour de lui dans l'obscurité, Colt fixait le plafond sombre et pensait obsessionnellement aux mains de Maggie sur les rênes, des mains cicatrisées par le travail, capables de tout, sûres d'elle. Il repensait à la façon subtile dont sa voix s'était brisée, à peine perceptiblement, lorsqu'elle avait mentionné son défunt père bien-aimé. Il pensait à la manière dont elle l'avait regardé sur la plateforme de la gare, non pas avec espoir ou désespoir comme il l'avait craint, mais avec la résignation lassée et triste de quelqu'un qui a appris à s'attendre systématiquement à la déception de la part des autres. De l'autre côté de la cour silencieuse, dans la grande maison principale, Maggie était assise seule près du feu crépitant, tenant le contrat fatidique entre ses mains calleuses. Marie requis. Doit savoir monter à cheval, lire, et respecter un marché. Elle avait écrit ces mots précis et désespérés il y a 3 mois, lorsque la banque lui avait ri au nez avec mépris pour la 3e fois consécutive. Lorsque Silas Cutthroat, un homme impitoyable, cruel et avide, l'avait coincé au magasin général pour lui dire avec arrogance qu'elle le supplierait à genoux d'ici Noël, elle avait juré sur la tombe de son père qu'elle ne mendirait jamais, qu'elle ne se rendrait jamais, qu'elle ne donnerait jamais à ces hommes la satisfaction perverse de l'avoir échoué et tout perdre. Mais alors qu'elle fixait les flammes dansantes du foyer, elle ne pouvait s'empêcher de penser, malgré elle, à la façon dont Colt Madigan l'avait regardée plus tôt. Non pas avec pitié, ni avec le calcul affamé et prédateur qu'elle avait vu dans les yeux d'autres hommes, mais simplement avec une curiosité sincère, comme s'il essayait de la comprendre, de la déchiffrer et qu'il ne voyait pas d'inconvénient à prendre son temps pour le faire. Cela la terrifiait au plus haut point, car Magnolia Thornhill avait appris il y a longtemps, à ses dépens, que l'espoir était la chose la plus dangereuse et la plus traître que l'on puisse porter en soi. L'espoir vous rendait vulnérable, faible. Il vous faisait croire que peut-être, juste peut-être, quelqu'un verrait au-delà de la géante intimidante pour trouver la femme cachée, sensible et effrayée en dessous. Et elle ne pouvait absolument pas, sous aucun prétexte, se permettre d'être vulnérable. Pas maintenant, pas avec tout ce qui était en jeu, pas avec l'héritage de son père sur la ligne. Alors, elle plia soigneusement le contrat, le plaça dans un tiroir de son bureau et alla se coucher, se répétant inlassablement que demain serait une journée simple et purement transactionnelle. Ils signeraient les papiers. Ils se serreraient la main. Ils garderaient leurs distances respectives. Elle faillit y croire. Le mariage se déroula rapidement, froidement, comme lorsqu'on arrache brutalement un pansement sur une plaie vive. Le juge Witt, un homme pressé, prononça des mots qui auraient dû avoir un sens profond et sacré, amour, honneur, chérir. Mais tout ce sur quoi Colt pouvait se concentrer pendant la cérémonie, c'était la façon dont la mâchoire de Maggie était serrée si fort qu'il pensait que ses dents allaient se fissurer sous la pression. Elle portait une robe bleue sombre, simple et sans ornement, qui semblait avoir été tirée du fond d'une armoire oubliée depuis des années, et ses mains restèrent fermées en poings serrés et défensifs le long de ses flancs tout au long de la cérémonie. Lorsque le juge déclara finalement « Vous pouvez embrasser la mariée », elle tendit la main à la place, refusant l'intimité. Colt la prit sans hésiter. Sa paume était rugueuse, marquée par le travail, et chaude, et pendant 3 battements de cœur silencieux, aucun d'eux ne lâcha prise. Ses yeux rencontrèrent les siens, et dans ce bref instant suspendu hors du temps, il vit quelque chose vaciller derrière son armure impénétrable. Une incertitude peut-être, ou la peur panique qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Puis elle laissa tomber sa main brusquement et se tourna vers Thomas. C'est fait. Fais enregistrer les papiers immédiatement. Pas de célébration joyeuse, pas de gâteau,
pas de simulacre prétendant que c'était autre chose que ce que c'était réellement, une transaction commerciale froide enveloppée dans des vœux sacrés qui ne signifiaient rien pour eux. Sauf que Colt ne pouvait se défaire du sentiment tenace qu'ils signifiaient plus que ce qu'ils étaient prêts à admettre l'un et l'autre. Rosa, la femme bienveillante de Thomas, pressa un petit paquet chaud dans les mains de Maggie. Même un mariage de papier mérite quelque chose de doux, dit-elle avec tendresse. À l'intérieur se trouvaient des empanadas, encore chaudes, sentant délicieusement la cannelle et les promesses de jours meilleurs. Le visage fermé de Maggie s'adoucit pendant une demi-seconde avant que les murs de sa forteresse intérieure ne se referment brutalement. Nous avons du travail. Le bétail doit être déplacé avant que le temps ne change et que la tempête n'arrive. Le travail qui s'ensuivit était punitif, épuisant et incessant. Le soleil tapait comme un marteau lourd sur une enclume, et le bétail était obstiné, se dispersant chaque fois qu'ils approchaient du pâturage sud. Mais Colt bougeait avec une grâce naturelle, comme s'il était né sur le dos d'un cheval, lisant le terrain accidenté, anticipant où le troupeau allait rompre les rangs, guidant sa monture avec la pression subtile de ses genoux plutôt qu'avec les rênes. Maggie l'observait de l'autre côté du troupeau mugissant, et quelque chose dans sa poitrine se serra étrangement. La plupart des hommes qu'elle embauchait passaient leur journée à essayer de prouver avec arrogance qu'ils étaient meilleurs qu'elle, ou boudaient silencieusement parce qu'ils ne l'étaient pas. Colt travaillait simplement, efficacement. Pas de posture virile, pas de plaintes inutiles, juste une compétence silencieuse et humble qui lui faisait se demander quel genre de vie il avait vécu avant d'atterrir ici. Lorsqu'un jeune bœuf effrayé s'élança vers un ravin dangereux, Colt n'hésita pas une seule seconde. Il éperonna son cheval, coupa la route à l'animal sous un angle impossible et périlleux, et le ramena vers le troupeau avec une patience qui n'aurait pas dû la surprendre, mais qui le fit pourtant profondément. Elle s'approcha de lui à cheval, et pendant un moment, ils bougèrent en parfaite synchronisation, deux personnes comprenant le langage secret et instinctif des chevaux, du bétail et de cette terre sauvage qui ne pardonnait aucune erreur. « Où avez-vous appris à monter comme ça ?» demanda-t-elle finalement, sa voix sortant plus rauque et curieuse qu'elle ne l'avait voulu. « En Virginie, ma famille élevait des chevaux avant la guerre, » répondit-il, le visage se fermant au souvenir du passé. « Des pur sang, parmi les plus fins et les plus rapides du Sud. »« La guerre à tout prix, j'imagine, » devina-t-elle avec perspicacité. « La guerre et tout ce qui a suivi, » confirma-t-il sombrement. Il n'élabora pas davantage, et elle ne poussa pas pour en savoir plus, mais elle comprenait parfaitement. La perte avait une façon terrible de creuser les gens, de les rendre vides à l'intérieur, et Colt Madigan portait ce vide visible comme une seconde peau. Ils travaillèrent sans relâche jusqu'à ce que le soleil saigne du rouge à travers l'horizon occidental, transformant la prairie en un océan scintillant de cuivre et d'or. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin près d'un ruisseau clair qui coupait la terre comme une cicatrice fraîche, chevaux et cavaliers étaient totalement épuisés. Maggie mit pied à terre et s'accroupit au bord de l'eau fraîche, la puisant dans ses mains jointes pour boire avidement. Lorsqu'elle se releva, des gouttelettes d'eau s'accrochaient à son menton, capturant la lumière mourante du jour, et Colt se surprit à la fixer plus longtemps et plus intensément qu'il n'aurait dû. « Vous ferez l'affaire » dit-elle finalement, brisant le silence. « Est-ce un compliment » demanda-t-il. « C'est un fait » répondit-elle. Elle croisa son regard, et il y avait là quelque chose de brut, quelque chose sans garde ni défense. « La plupart des gens me déçoivent tôt ou tard. Vous ne l'avez pas encore fait. » Le « pas encore » resta suspendu dans l'air entre eux comme un défi silencieux et un avertissement pour l'avenir. Ce soir-là, Rosa insista fermement pour qu'ils mangent ensemble, car même un mariage d'affaires mérite un souper de noces, et je ne laisserai personne dire que j'ai laissé la patrona affamer son nouveau mari le premier jour. Alors Colt s'assit en face de Maggie à une table en bois massif qui semblait trop grande et trop vide pour deux personnes, mangeant des haricots, du pain de maïs et les empanadas que Rosa avait sauvés pour l'occasion. Le silence s'étirait, non pas inconfortable, mais lourd de choses qu'aucun d'eux ne savait comment dire ou exprimer. « Parlez-moi de votre nièce » lança soudainement Maggie, sa voix coupant le calme de la pièce comme une lame affûtée. Colt leva les yeux, surpris par la question personnelle. « Emma. Elle a 8 ans, c'est la fille unique de mon défunt frère. Il est mort il y a 2 ans et sa mère ne pouvait pas s'en sortir seule financièrement et émotionnellement. Alors elle a envoyé Emma chez une tante à Richmond. Mais la tante est elle-même en grande difficulté financière et Emma a développé une toux persistante qui ne veut pas la quitter. Le médecin dit qu'elle a besoin de médicaments coûteux et d'air pur. Alors vous êtes venu ici pour ça, conclut-elle. Alors je suis venu ici. Il poussa la nourriture dans son assiette, mal à l'aise. Je me suis dit que je pouvais ravaler ma fierté pour quelques mois.
Envoyer assez d'argent pour l'emmener quelque part de mieux. Peut-être dans l'Ouest où l'air est sec et sain. Maggie l'étudia attentivement à travers la table, et quelque chose dans son expression changea subtilement, s'adoucissant presque. Mon père avait l'habitude de dire, la fierté est la monnaie du pauvre. Elle n'achète pas de nourriture et ne protège pas de la pluie, mais c'est tout ce que certaines personnes ont encore. Vous avez dépensé la vôtre en venant ici demander de l'aide. Cela demande du courage ou du désespoir. Parfois, c'est exactement la même chose, répondit-il doucement. Les mots restèrent suspendus entre eux, et Colt réalisa avec surprise que c'était la conversation la plus honnête et la plus vraie qu'il avait eue avec quiconque depuis des années. Pas polie, pas prudente, juste deux personnes brisées admettant qu'elles étaient brisées par la vie. Pourquoi avez-vous vraiment besoin d'un mari, demanda-t-il doucement, voulant comprendre. Ce n'est pas seulement la banque, n'est-ce pas? Il y a autre chose. La mâchoire de Maggie se contracta visiblement, mais elle ne détourna pas le regard. Silas Cutthroat possède déjà la moitié de ce territoire et il veut l'autre moitié. Il a racheté la dette de tout le monde, les pressant et les menaçant jusqu'à ce qu'ils vendent. Il a acheté la mienne il y a 3 mois à une banque de Cheyenne sans que je le sache. Ses mains se serrèrent sur la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il m'a donné jusqu'à Noël pour tout rembourser intégralement. 20 000 $. Si je ne le fais pas, il saisit tout. Et tout ce que mon père a bâti, chaque pierre, chaque acre, devient sien. Colt sentit l'air quitter ses poumons face à l'énormité de la somme. 20 000 $. C'est une fortune. Je peux y arriver, affirma-t-elle avec une détermination farouche. Si le troupeau survit à l'hiver, si les prix du marché se maintiennent, si rien ne tourne mal. Elle laissa échapper un rire amer et tranchant. Mais les banques ne prêtent pas de capital d'exploitation aux femmes seules, et Cutthroat s'est assuré que tout le monde sache que je suis à une mauvaise saison de la ruine totale. Alors j'avais besoin de vous. J'avais besoin de votre nom sur le titre de propriété pour que la banque me donne assez pour tenir le coup. Et si nous n'y arrivons pas, alors vous prenez vos 500 $ et vous partez, et je perds tout. Le poids écrasant de cette révélation s'installa sur les épaules de Colt comme un joug. Ce n'était plus juste un arrangement commercial. C'était une question de survie pure. Il s'agissait d'une femme qui avait été acculée dans un coin et qui se battait avec tout ce qu'elle avait pour son héritage. Et si je restais, les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse les arrêter ou les réfléchir. Après le printemps. Et si je restais et que nous essayions vraiment de faire fonctionner ça? Les yeux de Maggie s'écarquillèrent de stupeur, puis elle frissonna visiblement. Ne faites pas ça. Ne fais pas quoi? Ne m'offrez pas d'espoir. Sa voix se brisa sous l'émotion. J'ai passé 2 ans à apprendre à ne pas espérer des choses que je ne peux pas avoir. Ne restez pas là à me faire recommencer à espérer. Colt se leva et contourna la table pour venir à ses côtés. Elle leva les yeux vers lui et, à la lumière douce de la lampe à pétrole, il vit la vérité nue qu'elle cachait derrière toute cette force et cet acier. Elle était terrifiée. Terrifiée d'échouer. Terrifiée d'être seule. Terrifiée d'avoir passé si longtemps à être la géante invincible que personne ne verrait jamais la femme fragile en dessous. Je n'offre pas d'espoir vide, dit-il doucement mais fermement. J'offre un partenariat, un vrai partenariat solide, pas du papier et des signatures. Le genre de partenariat où nous affrontons cela ensemble, côte à côte. Vous ne savez pas ce que vous dites, murmura-t-elle, secouant la tête. Je sais exactement ce que je dis. Il lui tendit la main ouverte. Je sais ce que c'est que de tout perdre, de sentir que vous portez le monde entier sur vos épaules et qu'un seul faux pas vous écrasera. Je sais ce que c'est que d'être si fatigué que vous ne vous souvenez plus de ce que ça fait de ne pas l'être. Et je sais ce que c'est que de rencontrer enfin quelqu'un qui comprend cela sans que vous ayez à l'expliquer. Maggie fixa sa main tendue comme si c'était un serpent prêt à mordre. Puis, lentement, hésitante, elle leva la sienne et la prit. Sa main tremblait, et Colt réalisa avec émotion que Magnolia Thornhill, la femme qui pouvait dompter des chevaux sauvages, gérer un ranch de 10 000 acres et dévisager des banquiers hostiles sans sourciller, avait peur de cela. Peur de laisser quelqu'un entrer dans sa vie. Peur d'être vue telle qu'elle était. Je ne sais pas comment faire ça, chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. Comment être autre chose que ce que j'ai dû être pour survivre? Alors nous trouverons la solution ensemble. Et là, dans la lumière dorée et réconfortante de la lampe, avec la nuit noire pressant contre les fenêtres et le poids d'obstacles impossibles écrasant chacun d'eux, quelque chose changea fondamentalement. Le contrat était toujours réel. Le danger était toujours réel.
Mais ceci l'était aussi. Deux personnes se choisissant, non par désespoir, mais par reconnaissance mutuelle des blessures de l'autre. Ils ne s'embrassèrent pas, ne firent pas de promesses grandioses qu'ils ne pouvaient pas tenir. Ils restèrent simplement là, mains jointes, et se permirent de croire que peut-être, juste peut-être, ils n'avaient plus à tout porter seuls désormais. 3 semaines après le mariage, l'hiver arriva brutalement, comme un point traversant une vitre. La température chuta de 20 degrés en une seule nuit, et le vent se mit à hurler, descendant des montagnes avec des dents acérées capables d'arracher la chair des os. Colt se réveilla dans le dortoir avec du givre épais recouvrant l'intérieur des fenêtres et son souffle visible dans l'air glacial de la pièce. Dehors, Maggie travaillait déjà dans le froid. Il la trouva dans la grange, fourchant du foin pour les chevaux, ses mouvements vifs, précis et efficaces malgré le froid mordant qui engourdissait les membres. Elle était debout depuis avant l'aube, réalisa-t-il, n'avait probablement pas dormi plus de quelques heures. La tempête arrive, dit-elle sans prendre la peine de le regarder. Une grosse tempête. Nous devons déplacer le troupeau plus près des brise-vents naturels ou nous en perdrons la moitié avant demain. Ils chevauchèrent dans un vent violent qui ressemblait à des milliers de couteaux coupant la peau. Le bétail était dispersé dans le pâturage et, tête baissée contre les intempéries, et les faire bouger était aussi difficile que d'essayer de faire remonter le courant à une rivière en crue. Mais Colt et Maggie travaillaient en rythme maintenant, une équipe bien huilée, anticipant les mouvements de l'autre, communiquant par des regards rapides et des gestes subtils plutôt que par des mots qui auraient été emportés par la bourrasque assourdissante. À la mi-journée, le ciel avait pris la couleur inquiétante de vieux bleu. La neige commença à tomber, non pas la neige douce et féerique des contes pour enfants, mais des flocons durs, glacés et chassés par le vent qui piquait la peau exposée et rendait impossible de voir à plus de quelques mètres devant soi. « Nous n'arriverons pas à rentrer au ranch avant que ça ne frappe de plein fouet », cria Colt par-dessus le hurlement du vent pour se faire entendre. Maggie fit un signe de tête vers une forme sombre et indistincte au loin. La cabane de ligne. À un demi-mille au nord. Nous pouvons attendre que ça passe là-bas à l'abri. Ils poussèrent le troupeau à l'abri d'un ravin profond où les peupliers briseraient le pire du vent, puis chevauchèrent à bride abattue vers la petite cabane. Lorsqu'ils trébuchèrent enfin à l'intérieur, tous deux étaient couverts de neige et tremblaient violemment de froid. La cabane n'était guère plus que 4 murs en bois et un toit, mais elle avait un vieux poêle ventru et une pile de bois de chauffage sec que quelqu'un avait laissé pour des urgences exactement comme celle-ci. Colt alluma le feu avec des mains engourdies tandis que Maggie s'occupait des chevaux, les amenant dans le petit appentis attenant à la cabane pour les protéger. Lorsqu'elle revint à l'intérieur, ses lèvres étaient bleues et ses mains tremblaient si violemment qu'elle ne parvenait pas à défaire les boutons gelés de son manteau. « Ici, laisse-moi faire », dit Colt, ses mains couvrant les siennes, stables et chaudes. Il déboutonna son manteau avec patience, l'aida à l'enlever, puis enroula une couverture épaisse autour de ses épaules frissonnantes. « Assieds-toi près du feu. Tu es à moitié gelé. Le bétail est plus en sécurité que nous en ce moment. Assieds-toi, Maggie, s'il te plaît. » Elle s'assit lourdement, et il vit à quel point elle avait été proche de pousser trop loin ses limites. Elle fonctionnait uniquement à la volonté de faire et au café noir depuis des semaines, se poussant au-delà de l'épuisement humain parce qu'elle ne savait pas faire autrement. Il prépara un café faible avec les provisions d'urgence trouvées sur une étagère et pressa la tasse en étain brûlante dans ses mains froides. Elle le but sans le goûter, fixant le feu comme s'il contenait les réponses mystiques à des questions qu'elle ne savait pas poser. Dehors, la tempête faisait rage avec une violence inouïe. À l'intérieur, le silence s'étirait entre eux comme une chose vivante et palpable. « Je vais le perdre », dit finalement Maggie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure désespéré. « Le ranch, tout ? J'ai refait les calculs chaque nuit dans ma tête et je n'arrive pas à les faire fonctionner. Même si le troupeau survit à l'hiver, même si les prix tiennent bon, je suis toujours à court d'argent. Je vais perdre tout ce que mon père a bâti de ses mains et il n'y a rien, absolument rien que je puisse faire pour l'arrêter. » Colt posa sa propre tasse et se rapprocha d'elle. « Alors nous trouverons une autre solution ensemble. Il n'y a rien d'autre. J'ai vendu tout ce qui n'était pas cloué au sol. J'ai emprunté à tous ceux qui voulaient bien prêter un centime. Je me suis tué à la tâche jour et nuit, et ce n'est toujours pas assez. » Sa voix se brisa en un sanglot étouffé. « Je ne suis pas assez. Arrête. » Le mot sortit plus dur et plus fort qu'il ne l'avait voulu. « Ne dis jamais ça. C'est vrai. Tout le monde avait raison à mon sujet. Une femme ne peut pas gérer un ranch de cette taille toute seule. J'ai été stupide et arrogante de penser que je le pouvais. » Colt attrapa ses épaules fermement et la tourna pour qu'elle lui fasse face. « Écoute-moi bien,
Maggie. Tu es la personne la plus forte, la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Homme ou femme, ça n'a aucune importance. Tu as maintenu cet endroit debout à travers la sécheresse, la maladie et la dette, et malgré chaque homme dans 3 comtés essayant activement de te voir échouer. Tu as fait le travail de 5 personnes et tu l'as fait sans te plaindre une seule fois. Alors n'ose pas t'asseoir ici devant moi et me dire que tu n'es pas assez. Des larmes chaudes coulèrent sur ses joues froides et elle essaya de se détourner par honte, mais il ne la laissa pas faire. Je suis si fatigué, chuchota-t-elle, avouant sa faiblesse. Je suis si fatigué d'être forte tout le temps, d'être la géante que tout le monde attend que je sois. Juste une fois, juste une seule fois, je veux que quelqu'un me dise que c'est acceptable d'arrêter de tout porter seul. Quelque chose à l'intérieur de Colt se brisa face à sa détresse. Il la tira contre sa poitrine et elle s'effondra totalement dans ses bras. De grands sanglots incontrôlables secouaient son corps, des sons déchirants qui semblaient avoir été piégés en elle depuis des années. Il la tenait fermement tandis que la tempête hurlait sa fureur dehors et que le feu crépitait doucement, et elle s'autorisa enfin, à être vulnérable, à être humaine. Tu n'as plus à porter ça toute seule, dit-il doucement contre ses cheveux. Je suis là et je ne vais nulle part. Elle se recula suffisamment pour le regarder dans les yeux, le visage tacheté et humide de larmes. Le contrat, demanda-t-elle. Au diable le contrat. Son pouce essuya une larme de sa joue avec tendresse. J'ai cessé de me soucier du contrat il y a 2 semaines. Je me soucie de toi. Je me soucie de ce ranch. Je me soucie de faire fonctionner tout ça. Pas pour l'argent ou la paperasse, mais parce que je le veux vraiment. Parce que quand je te regarde, je ne vois pas une géante effrayante ou une femme jouant à être éleveuse. Je vois quelqu'un pour qui cela vaut la peine de se battre jusqu'au bout. Tu me connais à peine, dit-elle. J'en sais assez. Je sais que tu prends ton café noir et que tu vérifies les chevaux chaque soir avant de te coucher, même si Thomas l'a déjà fait. Je sais que tu portes la montre goussée de ton père dans ta poche et que tu la touches inconsciemment quand tu es inquiète. Je sais que tu prétends ne pas te soucier de ce que les gens pensent, mais cela te blesse profondément chaque fois que quelqu'un te qualifie de non féminine ou de trop imposante. Je sais que tu es terrifié d'être seule, mais tu es encore plus terrifié de laisser quelqu'un s'approcher assez près pour te faire du mal. Maggie le fixait, son souffle venant par courtes bouffées saccadées. Comment vois-tu tout cela? Parce que je regarde. Je regarde vraiment. Pas ce que tu montres à tout le monde pour te protéger, mais qui tu es vraiment en dessous. L'espace entre eux semblait chargé, électrique, vibrant d'une tension nouvelle. Les yeux de Maggie descendirent vers sa bouche, puis remontèrent vers ses yeux. Le contrat dit que nous ne pouvons pas. Je me fiche éperdument du contrat. Si nous le brisons, tout devient compliqué. C'est déjà compliqué, Maggie. C'est devenu compliqué au moment précis où tu as mis ta main dans la mienne à cette table et que tu t'es laissé trembler devant moi. Elle ferma les yeux, en guerre avec elle-même, luttant contre ses propres démons. Des années à tenir les gens à distance. Des années à se protéger derrière des murs. Des années à croire qu'elle était trop pour que quiconque veuille d'elle. Puis elle ouvrit les yeux et fit un choix courageux. Elle l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux ou timide. C'était désespéré, affamé, urgent et plein de tous les sentiments qu'elle avait retenus si longtemps. Colt répondit de la même manière, ses mains venant encadrer son visage, sa bouche s'inclinant sur la sienne comme s'il mourait de faim et qu'elle était sa seule subsistance. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, respirant tous deux difficilement, Maggie posa son front contre le sien. « Je ne sais pas comment faire ça, » murmura-t-elle, avouant son inexpérience. « Moi non plus. Mais nous trouverons la solution ensemble. » Il se recula assez pour croiser son regard intense. Je pensais chaque mot de ce que j'ai dit. Je ne vais nulle part. Quoi qu'il en coûte pour sauver ce ranch, nous le ferons ensemble. Et quoi qu'il arrive après, nous affronterons cela ensemble aussi. Quelque chose dans le visage de Maggie se transforma radicalement. L'armure se fissura grand ouvert, et en dessous se trouvait la femme qu'elle cachait depuis toujours, vulnérable et féroce, et douloureusement belle. « Alors chevauche-moi comme tu montes tes chevaux, Colt Madigan, » dit-elle, la voix rauque d'émotion brute et de désir naissant. « Pas de peur, pas de retenue, parce que j'ai fini de prétendre que je ne veux pas de ça, fini de prétendre que je ne veux pas de toi. » Et là, avec la tempête faisant rage à l'extérieur et le feu brûlant bas dans le poêle, ils cédèrent à tout ce qu'ils avaient combattu. Non pas parce que le contrat disait qu'ils le devaient, non pas parce que c'était pratique ou logique ou partie d'un quelconque plan d'affaires, mais parce que parfois, au milieu d'obstacles impossibles,
d'hivers brutaux et de dettes écrasantes, deux personnes se trouvent et décident que peut-être, juste peut-être, l'amour est la seule chose qui vaille la peine de tout risquer. La tempête dura 3 jours interminables. Ils les passèrent enlacés l'un dans l'autre, à parler, à rire et à apprendre la géographie intime de leurs cicatrices respectives. Maggie lui parla de son père, de grandir trop grande et trop forte et de ne jamais vraiment s'intégrer nulle part. Colt lui parla de la Virginie, de voir tout ce qu'il avait connu brûler pendant la guerre, de la culpabilité écrasante de survivre quand son frère n'avait pas survécu. Et ils firent des plans, de vrais plans d'avenir, non pas sur comment survivre à l'hiver ou payer la dette, mais sur ce qu'ils bâtiraient ensemble quand ils l'auraient fait. Sur la vie qu'ils créeraient, non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le voulaient désespérément. Lorsque la tempête se calma enfin et que le soleil réapparut, ils revinrent au ranch changés, transformés. N'importe qui avec des yeux pouvait le voir. La façon dont ils bougeaient ensemble, la façon dont ils se regardaient, la façon dont ils avaient cessé d'être deux personnes séparées se battant seules pour devenir quelque chose de plus fort, d'unifié. Rosa leur jeta un coup d'œil perspicace et sourit. Il était temps, marmonna-t-elle pour elle-même. Thomas se contenta de donner une tape complice sur l'épaule de Colt. Je te l'avais dit, la terre change ce pourquoi tu viens ici. Et Maggie, debout dans la cour enneigée avec sa main dans celle de Colt, s'autorisa enfin à croire qu'elle n'avait peut-être pas besoin d'être invincible tout le temps. Peut-être qu'être aimé signifiait être vu. Tout d'elle, la géante et la femme, la force et la peur, et être choisie malgré tout. Quoi qu'il en soit, la veille de Noël arriva finalement avec un ciel dégagé et des températures assez froides pour geler la salive avant qu'elle ne touche le sol. Maggie se tenait dans la grange, repassant les comptes une fois de plus, son doigt traçant des colonnes de chiffres qui refusaient obstinément de s'additionner comme elle en avait besoin. 20 000 $ dus avant minuit ce soir. Elle avait 18 342 $. Elle était à court de 1700 $. 1700 $ auraient tout aussi bien pu être 17 000 ou 1 million. La banque ne négociait pas dans le « presque ». Colt la trouva là 1 heure avant le coucher du soleil, les épaules voûtées sur le grand livre comme si elle pouvait forcer les chiffres à changer par la seule force de sa volonté désespérée. « Nous sommes à court », dit-elle sans lever les yeux, la voix éteinte. J'ai compté 3 fois. Nous sommes toujours à court. Il ne dit rien, sortit simplement une enveloppe pliée de sa poche intérieure et la posa doucement sur le livre de compte. Maggie la regarda avec méfiance comme si elle pouvait la mordre. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. À l'intérieur se trouvaient des billets de banque. Elle les compta 2 fois, ses mains commençant à trembler. 2000 $. Où as-tu? Sa voix se brisa. Colt. C'est l'argent que tu économisais pour faire venir Emma dans l'Ouest. Et un prêt sur ma part de la récolte de veaux du printemps que Thomas m'a aidé à arranger avec un éleveur de Cheyenne. Non. Elle repoussa l'enveloppe vers lui avec force. Non, tu ne peux pas faire ça. Emma a besoin de ça. Ta nièce a besoin de médicaments et... Emma ira bien. J'ai déjà écrit à sa tante, lui disant d'utiliser ce que j'ai envoyé avant pour faire tenir Emma jusqu'au printemps. Quand les veaux se vendront, j'en enverrai plus. Il repoussa l'enveloppe vers elle avec insistance. Pour l'instant, tu as besoin de ça davantage. Nous avons besoin de ça. Mais le contrat, t'es 500 $. Tu es venu ici pour cet argent. Je suis venu ici pour cet argent, c'est vrai. Mais je reste pour toi. Il prit son visage entre ses mains. Ne comprends-tu pas? Cela a cessé d'être une histoire de contrat et d'argent au moment où tu m'as laissé voir qui tu es vraiment. Ce ranch est l'héritage de ton père. C'est ton cœur. Et je serai damné si je laisse Silas Cutthroat te le prendre alors que nous sommes si proches du but. Les yeux de Maggie se remplirent de larmes. Et si nous échouons quand même? Et si l'année prochaine est pire? Et si je ne peux pas te rembourser? Alors nous gérerons cela ensemble. C'est ce que font les partenaires. Elle l'embrassa alors, fort et désespérément, pleine de gratitude, d'amour et de peur tout mélangés. Lorsqu'elle se recula, elle pleurait et riait en même temps, un mélange d'hystérie et de soulagement. Tu es soit l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré, soit le plus fou. Probablement les deux, sourit-il avec malice. Maintenant, allons payer cette dette avant que je ne change d'avis. Ils chevauchèrent vers la ville alors que le soleil se couchait, peignant les rues couvertes de neige dans des nuances d'or et de rose hivernales. La banque était sur le point de fermer, mais Maggie martela la porte jusqu'à ce que le directeur, un homme maigre et nerveux nommé Pritchard, ouvre avec une expression irritée.
Madame Thornhill, je ne m'attendais pas. Je suis ici pour payer ma dette. Elle laissa tomber la sacoche lourde sur son bureau avec un bruit sourd et satisfaisant. Chaque centime. Comptez-le. Les yeux de Pritchard s'écarquillèrent de surprise. Il compta lentement, billet par billet, son expression passant du scepticisme à l'incrédulité totale. Lorsqu'il eut terminé, il la regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Tout est là. 20 000 exactement. Je vais rédiger les papiers de main levée immédiatement. Pendant qu'ils attendaient, Silas Cutthroat entra dans la banque. C'était un grand homme imposant avec un visage comme du cuir tanné et des yeux froids qui calculaient la valeur de tout ce qu'il voyait. Lorsqu'il repéra Maggie, sa bouche se courba en un sourire qui n'avait rien de gentil, un sourire de prédateur. Madame Thornhill, venue pour mendier une extension de dernière minute? Venue pour payer ma dette. Maggie se leva, se dressant de toute sa hauteur impressionnante. Chaque centime. Le ranch est à moi, libre et clair. Vous n'avez plus aucune réclamation sur ma terre. Le sourire de Cutthroat se figea instantanément. C'est impossible. Vous ne pouviez pas avoir. Mais je l'ai fait. Elle fit un pas de plus vers lui et il recula effectivement d'un pas, intimidé. Avec l'aide de mon mari. Il s'avère qu'un partenariat vaut plus que vous ne le pensiez. Il s'avère que je vaux plus que vous ne le pensiez. Ce n'est pas fini, grogna Cutthroat avec rage. Si, ça l'est. Colt bougea pour se tenir aux côtés de Maggie. Pas devant elle pour la protéger, pas derrière elle pour se cacher, mais à côté d'elle, en égal. Elle a payé sa dette. Son ranch est en sécurité. Et si vous approchez de sa propriété ou de son bétail à nouveau, vous aurez affaire à nous deux. Pendant un long moment tendu, Cutthroat les fixa. Cette grande femme puissante et l'homme plus petit, qui se tenaient avec elle comme s'ils avaient été forgés dans le même acier indestructible. Puis il se tourna et sortit furieux, ses pas résonnant dans la banque silencieuse. Pritchard tendit à Maggie les papiers de libération avec des mains tremblantes. Félicitations, Madame Thornhill. La propriété est officiellement à vous. Dehors, la neige avait recommencé à tomber, douce et légère cette fois, comme une bénédiction. Maggie se tenait sur le trottoir en bois, tenant les papiers qui signifiaient tout pour elle. L'héritage de son père, son avenir, sa liberté. Elle commença à pleurer de soulagement. Colt enroula ses bras autour d'elle et la tint tandis qu'elle tremblait de soulagement, de joie et de l'épuisement profond de pouvoir enfin arrêter de se battre contre le monde entier. Nous l'avons fait, chuchota-t-elle contre sa poitrine. Nous l'avons vraiment fait. Non, tu l'as fait. J'ai juste aidé. Elle se recula pour le regarder dans les yeux. Sans toi, j'aurais tout perdu. Sans toi, j'aurais affronté cela seul et j'aurais échoué. Sans toi. Sa voix se brisa. Sans toi, je ne me serais pas souvenu de ce que ça fait d'être aimé. Alors c'est une bonne chose que je ne aille nulle part. Il embrassa son front avec tendresse. Joyeux Noël, Maggie Madigan. Elle rit à travers ses larmes, un son clair et joyeux. Maggie Madigan. J'aime la sonorité de ce nom. Le trajet du retour sembla durer une éternité et aucun temps du tout. Lorsqu'ils atteignirent enfin le ranch, Thomas et Rosa attendaient sur le porche, et à voir l'expression rayonnante sur leur visage, ils savaient déjà la bonne nouvelle. Patronat, dit Thomas, la voix épaisse d'émotion. Tu l'as fait. Nous l'avons fait, corrigea Maggie en regardant Colt avec amour. Nous tous. Rosa les attira tous les deux dans des étreintes féroces et maternelles, murmurant des prières de remerciement en espagnol et essuyant ses yeux avec son tablier. Puis elle insista pour qu'ils entrent à l'intérieur pour le souper de Noël festif qu'elle avait préparé avec soin. Des tamales chauds, du poulet rôti doré et du pain sucré qui fondaient délicieusement sur la langue. Ils mangèrent ensemble, les quatre autour de la table qui ne semblait plus trop grande ni vide désormais. Ils parlèrent avec enthousiasme des projets pour le printemps, des veaux qui allaient naître, des améliorations au ranch qu'ils pouvaient enfin se permettre de faire. Ils parlèrent de l'avenir comme si c'était quelque chose de réel, de solide et de prometteur au lieu de quelque chose qui pourrait être arraché à tout moment. Plus tard dans la soirée, lorsque Thomas et Rosa furent retournés à leur cabane et que le feu brûlait bas dans la cheminée, Maggie et Colt se tinrent près de la fenêtre, regardant la neige tomber paisiblement sur la terre qu'elle s'était battue si fort pour garder. « Je dois te dire quelque chose, » dit Colt doucement, brisant le silence confortable. « À propos d'Emma. » Maggie se tourna vers lui, l'inquiétude vacillant immédiatement sur son visage.
J'ai écrit à sa tante avant que nous partions pour la ville. Je lui ai dit d'amener Emma ici au printemps prochain. Si elle veut venir, si sa mère est d'accord, je la veux ici avec nous. Je veux lui donner l'air pur, l'espace et la chance de quelque chose de mieux. Il prit les mains de Maggie dans les siennes. Mais cela signifie que tu ne prendrais pas seulement moi, mais une petite fille de 8 ans fragile, avec une toux et plus de questions que de bon sens. Et j'ai besoin de savoir si c'est quelque chose que tu veux vraiment. Les yeux de Maggie se remplirent de larmes à nouveau, mais cette fois, elles étaient de pure joie et d'acceptation. Cette maison a été trop calme et vide pendant trop longtemps. Oui, amène-la ici. Ramène-la à la maison. Et Colt réalisa que c'était à cela que ressemblait le véritable amour. Pas de grands gestes théâtraux ou de moments parfaits, mais 2 personnes brisées choisissant de construire quelque chose d'entier et de beau ensemble. Choisissant d'affronter l'avenir non pas parce que ce serait facile, mais parce qu'ils préféraient l'affronter ensemble plutôt que séparément. 6 mois plus tard, au printemps, Emma arriva par le train de l'après-midi, mince et pâle, mais avec les yeux curieux de son oncle. Maggie s'agenouilla sur le quai pour se mettre à sa hauteur, ce qui était un véritable exploit vu sa taille, et dit doucement, « Bonjour, Emma. Je suis Maggie. Bienvenue à la maison. » Emma leva les yeux vers cette femme géante avec émerveillement et admiration. « Oncle Colt dit que tu peux dompter des chevaux sauvages et gérer un ranch plus grand que certains royaumes. Je le peux, et je t'apprendrai tout ce que je sais si tu veux apprendre. Même si je suis une fille. » Maggie sourit chaleureusement. « Surtout parce que tu es une fille. Les filles peuvent faire tout ce que les garçons peuvent faire et généralement mieux. Ton oncle peut en témoigner. » Emma regarda Colt, qui hocha la tête solennellement pour confirmer. Puis elle regarda de nouveau Maggie et sourit, un sourire petit et timide, mais réel et confiant. « J'aimerais ça. » Et à ce moment-là, debout sous le soleil radieux du Wyoming avec son mari aimant à ses côtés et une enfant qui avait besoin d'un foyer la regardant avec espoir, Magnolia Thorny comprit enfin que ce que son père avait bâti n'était pas seulement de la terre et du bétail. C'était une possibilité. C'était des secondes chances. C'était la preuve vivante que même dans les endroits les plus durs et les plus hostiles, l'amour pouvait prendre racine et grandir en quelque chose d'assez fort pour résister à tout. 3 ans plus tard, lorsque les gens curieux demandaient à Colt pourquoi il avait répondu à cette annonce étrange, pourquoi il avait voyagé à travers la moitié du pays pour épouser une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, il donnait toujours la même réponse avec un sourire. Parce que parfois, la chose que vous pensez qui vous sauvera finit par être la chose que vous étiez destiné à sauver. Et parfois, la personne que vous pensez avoir besoin d'être secourue est en fait celle qui vous apprend à être courageux. Et Maggie, écoutant discrètement depuis l'autre bout de la pièce, croiserait son regard complice et sourirait parce qu'elle connaissait la vérité profonde. Ils s'étaient sauvés l'un l'autre, non pas en étant forts tout le temps, mais en étant assez forts pour admettre quand ils avaient besoin d'aide. En étant assez courageux pour aimer quand l'amour semblait impossible. En se choisissant l'un l'autre chaque jour, même lorsque chaque jour était difficile. Le ranch prospéra sous leur gestion commune. La toux d'Emma s'estompa et disparut dans l'air pur de la montagne. Et l'histoire de la mariée par correspondance géante qui s'était commandé un cow-boy sauvage devint une légende locale. Non pas parce qu'elle était inhabituelle, mais parce qu'elle était vraie. Parce qu'à la fin, les meilleures histoires d'amour ne parlent pas de personnes parfaites se trouvant dans des circonstances parfaites. Elles parlent de personnes brisées choisissant de devenir entières ensemble. Et c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée et partagée. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait croire aux secondes chances, à l'amour impossible et au courage qu'il faut pour être vulnérable, alors appuyez sur ce bouton d'abonnement. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire qui vous rappelle ce que signifie être humain, lutter, espérer et aimer contre toute attente.